Alors, ça me fait plaisir de vous présenter la prochaine conférence de M. Thierry Duchesne qui s'appelle « Prédire les comportements individuels à l'aide de la science des données ». M. Duchesne est professeur titulaire au département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval et il est aussi le directeur du programme de baccalauréat en statistique. Alors, voilà, bonne conférence. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en cette fin d'après-midi. Déjà passé 4 heures, il fait beau dehors, donc vous auriez peut-être eu mieux à faire que venir entendre parler de science des données. Mais ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter un peu une nouvelle science qui, d'après moi, va jouer un grand rôle dans la vie de tout le monde. Puis d'après moi, dans votre métier, vous allez être appelé à faire de la science des données ou à collaborer avec des gens qui en font. Donc, je me suis dit qu'une petite introduction sur le sujet pourrait probablement vous intéresser. Je veux remercier les gens, les organisateurs, M. Millette et aussi Mme Lamarre d'avoir bien pris soin de moi cet après-midi puis de m'avoir invité à vous parler dans le cadre de la semaine des sciences humaines. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je veux vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire à l'aide de la science des données, puis comment on peut surtout s'en servir pour prédire des comportements individuels, ce qu'on ne faisait pas tout à fait avant. Et la meilleure façon de faire ça, c'est peut-être de vous montrer l'exemple qu'on cite le plus comme étant le succès puis la force de ce que la science des données peut accomplir. Donc, en fait, quand on regarde encore ici au niveau peut-être des élections municipales ou des élections à plus petite échelle, puis si on regarde ce qui se faisait avant 2012 et avant 2008, les partis politiques, quand ils faisaient une élection, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout avait tendance à être fait sur des grands groupes puis de façon plutôt uniforme. Donc, pour essayer, les partis politiques recueillaient de l'argent. Et avec cet argent-là, ils essayaient de maximiser leurs chances de gagner une élection. Donc, ils achetaient de la publicité à la télévision, ils envoient des petits dépliants dans les casiers postaux des gens, on fait des appels aux gens et ainsi de suite. Mais ça avait tendance à être très, très, très uniforme. Donc, tout le monde, vous, votre voisin, votre ami, vos parents, 3 rues plus loin, l'autre village, voyaient la même publicité, recevaient la même publicité et ainsi de suite. Et aussi, on recueillait très peu de données sur les électeurs. Et on en recueillait, mais je mets recueilli entre guillemets parce que c'était plutôt de façon informelle, c'était pas de façon organisée et généralisée. Donc, on pouvait regarder sur les listes électorales, on avait l'âge puis l'adresse peut-être des électeurs, on faisait quelques sondages internes, donc on téléphonait aux gens puis à partir de la liste électorale, puis on essayait de savoir est-ce qu'il va voter pour nous, est-ce qu'il votera pas pour nous, est-ce qu'il est en faveur de telle politique, et ainsi de suite. Mais on ne le faisait pas de façon très organisée, de façon très systématique. Et lors de porte-à-porte, les gens se concentraient beaucoup sur essayer de vous convaincre, mais on ne prenait pas beaucoup de notes sur votre avis, sur vos opinions et ainsi de suite, lors de la collecte, lorsqu'on faisait du porte-à-porte. Par contre, en 2012, tout a changé. En fait, en 2008, à la première le Parti démocrate... à la première campagne où Barack Obama s'était présenté, les gens du Parti démocrate se sont rendus compte qu'il y avait probablement quelque chose à faire puis beaucoup d'avantages à tirer si on ramassait plus de données puis si on les exploitait de façon un peu plus organisée. Et donc, vous savez qu'aux États-Unis, les budgets pour les campagnes électorales, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a ici. C'est dans les milliards. Et donc, on a décidé de prendre un petit peu de change, soit 100 millions de dollars, et on a décidé de prendre ces 100 millions de dollars-là et de les investir uniquement sur la collecte des données et leur analyse des données. Donc, vous voyez que juste pour ce volet-là, le budget, juste pour la collecte des données, l'analyse des données pour un des partis, le budget est déjà plus élevé que la somme du budget de tous les partis fédéraux canadiens à la dernière élection. Donc, on peut voir là qu'on est dans une échelle un peu différente puis qu'on n'atteindra pas ce niveau-là au Canada dans le court terme, mais tout ce que je vais vous décrire aujourd'hui devient de plus en plus facile et de moins en moins dispendieux et de plus en plus disponible. Donc, peut-être ce qu'on voit on a vu en 2012 aux États-Unis, c'est un peu ce qui se dessine à l'horizon vers nous puis qui a commencé à être utilisé beaucoup plus déjà lors de la dernière fédérale ici. Donc, ce que le Parti démocrate avait fait, c'est qu'ils se sont servis de cet argent-là pour engager ce qu'on appelle des data scientists. En fait, il y a une blague qui dit, quand on demande à quelqu'un c'est quoi un scientifique des données, bien, les gens disent que c'est soit un statisticien qui est bon en informatique ou un informaticien qui est bon en statistique. Je vais vous donner une définition un peu plus formelle tout à l'heure, mais ça vous donne un peu une idée. C'est un genre d'hybride entre stat,
maths, informatique et un domaine du savoir, comme dans le cas ici, la politique. Et l'équipe démocrate en avait plus de 160 à son service. Et eux, pendant toute la campagne, ils ont investi pour acheter des données, recueillir des données, se construire un réseau avec des grosses grappes de calcul informatique. Et à chaque jour, ils roulaient plus de 66 000 simulations. Puis les simulations servaient à deux choses. Calculer le genre de probabilités qui sont à l'écran. Donc, par exemple, on a... pour chaque individu, on voulait savoir quelle est la probabilité qu'il va supporter Obama, quelle est la probabilité que le jour du vote, il va aller se déplacer pour aller voter, quelle est la probabilité que si on l'appelle, il va faire un don, puis probablement des probabilités sur le montant espéré du don qu'il pouvait faire, quelle est la probabilité qu'il soit influençable, soit par les adversaires, par nous-mêmes, sur telle question. Est-ce qu'on a une idée s'il est susceptible de changer d'idée en cours de campagne, et certaines opinions probables sur plein de questions. Donc, on se servait de ces simulations-là comme en partie pour estimer ça, mais aussi on se servait des simulations pour répondre à d'autres questions. Parce que dans le fond, quelqu'un pourrait se dire, mais à quoi ça sert de dépenser 100 millions pour recueillir des données puis rouler des simulations à l'ordinateur? On entend toujours les politiciens, quand on les interviewe, ils nous disent toujours, les sondages, ça ne veut rien dire, c'est sur le terrain que ça se gagne. Ça fait pas très terrain, là, avoir 160 personnes dans une cave devant des ordis qui roulent des simulations, mais probablement que les politiciens ne nous disent pas tout quand on leur demande de commenter les sondages. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les 66 000 simulations? C'est que tout parti politique a des ressources limitées. Même si c'est des milliards de dollars, on a quand même des ressources limitées parce que quand même, aux États-Unis, il y a 330 millions de personnes ou plus. Il y a plein de comtés, de districts. Et on ne peut pas aller cogner à toutes les portes, puis téléphoner à tout le monde, puis gaspiller notre temps. Puis la publicité, ça coûte cher, donc on ne peut pas en faire partout. Donc, dans les simulations, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de voir... OK, si j'hésite entre faire un souper à tel endroit. J'ai un budget, puis là, je ne sais pas si je devrais le prendre pour faire un souper ou le mettre en publicité, ou la moitié de mon budget en souper, la moitié de mon budget en publicité. Donc, ce qu'ils faisaient, les gens, c'est qu'ils roulaient des simulations où ils faisaient juste le souper, juste la publicité, un mélange des deux. Puis là, ils essayaient de voir, l'ordinateur calculait, la décision qui va probablement nous amener le plus de votes, c'est celle-ci. Et donc, on faisait des calculs comme ça plusieurs milliers de fois par jour tout au long de la campagne. Et donc, au lieu de prendre des décisions basées tout le temps sur notre intuition, parfois on utilisait des simulations informatiques pour essayer d'optimiser ou de trouver la décision qui est le susceptible d'apporter le plus de votes au parti. Donc, une meilleure allocation des ressources limitées qui sont le budget, les téléphonistes, les bénévoles qui font sortir le vote. Quand on a une probabilité de 99 % qui n'ira pas voter, on n'enverra pas quelqu'un à sa porte le chercher. On est mieux d'envoyer cette personne-là à une autre porte où la personne est à 50 % des chances d'aller voter. Donc, c'est le genre de choses qui est utilisé. C'est pour ça qu'on utilise souvent la science des données en politique. C'est pour essayer de calculer des probabilités puis d'investir nos ressources là où ça risque d'être payant. Et quelque chose qui est de plus en plus utilisé, pas seulement en politique, mais aussi en marketing et ainsi de suite, c'est la publicité ciblée. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans le passé, quelqu'un qui allait sur la page Facebook du Parti démocrate ou qui allait sur la page web du Parti démocrate voyait toujours, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit votre voisin, il voyait la même page. Mais maintenant, on utilise beaucoup les modèles et ainsi de suite pour que offrir l'allure qui a le plus de chances de plaire à l'utilisateur. Donc, si quelqu'un va sur la page Facebook du Parti démocrate et de par ses likes, de par ses amis et ainsi de suite, on sait que c'est quelqu'un qui est très en faveur d'un système de santé publique, mais qui adore les produits du pétrole, bien, probablement qu'on va mettre en évidence le fait que le Parti démocrate est le seul qui supporte un système de santé publique, et on va mettre en très petits caractères dans le bas, et aussi, on veut limiter les produits du pétrole. Alors que l'autre personne qui adore les politiques vertes, mais qui se balance un peu du système de santé, on va lui faire ressortir en beaucoup plus gros les politiques environnementales et en un peu plus petit, les politiques sur le système de santé. Donc, vous voyez, à partir de données qu'on recueille, puis tout ça, si on les organise bien, puis si on calcule des bons modèles, on est capable d'offrir un look de nous-mêmes qui plaît beaucoup plus à l'électeur potentiel, et donc on maximise nos chances d'aller chercher son vote.
Alors, pour le reste de l'exposé, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commencer par vous parler un peu plus en détail de la science des données, puis peut-être essayer de faire un lien avec des choses que vous auriez peut-être déjà vues. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà suivi des cours de méthode quantitative, qui ont entendu le mot régression et qui ont déjà fait des analyses de données, calculé des moyennes et autres? Certainement. Parfait. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu en quoi la science des données, c'est construit autour des sciences quantitatives et en quoi ça la généralise, puis en quoi ça combine l'informatique et plein d'autres choses pour essayer de... Puis qu'est-ce que ça cherche à accomplir. Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est, OK, là, tu viens de nous donner un exemple très, très particulier dans un autre pays, des entités qui ont des budgets faramineux, mais moi, dans ma vie, est-ce que je fournis des données que des scientifiques des données vont utiliser quelque part? C'est peu probable ou c'est probable. Donc, est-ce que nous-mêmes, ici, on en génère des données? On va regarder ça très rapidement. Je vais revenir très brièvement à mon exemple sur l'élection présidentielle pour vous parler un peu du type de données un peu plus qui a été utilisé. Et ensuite, je vais parler un peu de quelque chose qu'on fait à l'Université Laval, de la science des données qu'on fait à l'Université Laval. C'est qu'on essaie de faire de la détection des étudiants en difficulté, mais une détection précoce des étudiants en difficulté. Ensuite, je vais vous parler un peu de médecine personnalisée. Donc, c'est un peu vers là que la recherche en sciences de la santé s'en va et c'est très, très prometteur. Et ensuite, les deux derniers exemples, ça diverge un peu du titre que j'ai donné à mon exposé. Là, je vous parlais, le titre, c'est la science des données pour prédire les comportements individuels. Bien, la première partie, ça parle de ça. L'exemple 4, c'est plutôt, on a plein d'individus qui ont plein de comportements et là, on veut essayer de détecter des comportements individuels qui détonnent vraiment des autres puis qui sont un peu louches. Donc, la science des données peut être utilisée pour ça. Et à la fin, si j'ai le temps, le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle les villes intelligentes. Puis ça, les villes intelligentes, c'est un exemple de quand on est en mesure de prédire plein de comportements individuels, bien, on peut les agréger pour essayer de mieux comprendre les comportements collectifs et de mieux organiser notre vie en société. Donc, c'est ce que je vais faire, ce que je prévois faire pour les prochaines minutes. OK, donc... premier réflexe, si on entend le mot « data science » ou « science des données », puis on ne sait pas ce que ça veut dire, on pourrait aller voir sur Wikipédia. Et à mon avis, Wikipédia donne seulement la première moitié de la définition de ce qu'est la science des données. Donc, Wikipédia nous dit, en termes généraux, la science des données est l'extraction de connaissances des données. C'est vrai, mais je trouve qu'il en manque un peu, en fait. La science des données, c'est plus que ça. En fait, la science des données, puis le mot-clé, c'est « combiner ». C'est combiner les connaissances puis l'intuition qu'on a déjà d'un sujet particulier avec l'information qui est contenue dans les données. Donc, en combinant ces deux choses-là ensemble, on gagne une synergie qui fait quand on extrait toute l'information, on peut prendre de bien meilleures décisions, établir des stratégies beaucoup plus utiles, etc. Donc, un exemple, il y a en une photo, je vais vous montrer un exemple que peut-être plusieurs d'entre vous avaient déjà vu de sciences des données. Donc, je vous ai parlé de sciences des données en politique, je vais vous en parler en éducation, en droit, en urbanisme tantôt. Dans les sports, il y a énormément de sciences des données. En fait, depuis le milieu des années 2000, pratiquement toutes les équipes de sport ont commencé à embaucher ce qu'on appelle des data scientists ou des scientifiques des données. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un aperçu du film, c'est une image tirée du film Moneyball. Donc, je ne me souviens plus du titre français. Mais ce que vous avez ici, c'est Brad Pitt, qui joue le rôle de Billy Beane, qui est le directeur général des Aces d'Oakland. Donc, ça, c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a Billy Beane, directeur général des Aces d'Oakland, qui avait engagé un gars qui s'appelait Peter Brandt. Et Peter Brandt, qui est joué par Jonah Hill dans le film, c'est précisément un scientifique des données. Donc, lui, il y a trois choses. Il était pas mal doué en informatique et en base de données. Il était pas mal fort en mathématiques et statistiques. Et il tripait sur le baseball. Il adorait le baseball. Il a lu tous les livres sur la théorie du baseball, les stats du baseball, les stratégies du baseball. Et donc, il s'est mis à s'amuser, à essayer de voir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des joueurs qui sont vraiment pas payés cher, mais qui maximiseraient le nombre de points qu'une équipe pourrait scorer. Et il a réussi à vendre l'idée au directeur général des Aces d'Oakland, Billy Beane. Et ce qui est arrivé au milieu des années 2000, c'est que les grosses équipes très riches ont fait les séries. Puis il y a une équipe qui avait pratiquement pas de budget qui a également réussi à faire les séries. Les gens ont regardé ce qu'ils ont fait au printemps quand ils ont engagé des nouveaux joueurs puis qu'ils ont fait plein de transactions au début pour construire l'équipe.
Puis les journalistes à Oakland disaient « Mais vous êtes fous, vous faites rien de ce que les bons penseurs de baseball font intuitivement. » Puis ils ont fait ça, ils ont fait comme les modèles théoriques puis la science des données leur disaient. Puis à la fin de l'année, ils ont fait les séries. Donc il y avait des équipes avec un budget vraiment, vraiment minimal, ils ont réussi à avoir une performance aussi bonne que n'importe quelle équipe avec un budget faramineux. Donc c'est un exemple de science des données. C'est un exemple d'utiliser nos connaissances intuitives qu'on a déjà, mais également des connaissances dans les données pour prendre des bonnes décisions puis d'établir des stratégies utiles. Donc, c'est ça la science des données. En termes de schéma, la science des données, un peu, ça se trouve à l'intersection de ce qui est, je dirais, la gestion ou la construction de bases de données et de l'informatique, donc de la programmation, des algorithmes et autres. Puis ici, ça peut avoir la gestion de bases de données en 2016, 2017, 2018, ça devient de plus en plus complexe. Avant, une base de données, c'était individu 1, puis on mesurait 4 variables. Individu 2, on mesurait 4 variables. Mais maintenant, des données, ça peut être une image, un film, un son. J'imagine quand vous avez une application puis vous envoyez des commentaires comme « Cette application plante tout le temps » ou vous allez sur TripAdvisor « Cet hôtel était miteux, je n'y retournerai jamais » ou autre, bien les textes qu'on entre dans les boîtes de commentaires, quand vous êtes une compagnie d'assurance ou un hôtel ou une chaîne d'hôtels ou une compagnie qui programme des applications, puis vous avez ce rectangle-là a été rempli par des milliers de personnes, vous ne commencerez pas à lire chaque commentaire individuel. Donc, il faudrait des techniques qui associent l'informatique avec les maths, avec notre connaissance du domaine de l'hôtellerie ou notre connaissance du domaine pour lequel on a créé l'application, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des méthodes d'analyse qui nous permettraient de tirer l'information de toutes ces boîtes de commentaires-là. Et en informatique, il y a comment les stocker, comment les garder, comment aller chercher dedans, fouiller dedans, revenir. Donc, il y a pas mal de recherche qui se fait là-dedans. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de méthodes puis de modèles et de calculs pour calculer des probabilités, pour faire des prévisions, des intervalles de confiance et autres. Donc, il y a beaucoup de mathématiques, statistiques et probabilités. Et bien sûr, quelqu'un qui est super bon en maths et en informatique, si vous le mettez dans une campagne politique puis qui ne comprend rien à la politique, peut-être qu'il ne pourra pas contribuer autant. Ou même chose, si vous allez dans mon exemple du baseball, si Peter Brandt avait rien connu au baseball, probablement que ça aurait servi à rien. C'est un peu comme si vous cherchez, il y a une énorme botte de foin avec plein d'aiguilles. Puis vous vous mettez à chercher vous développez un algorithme super efficace pour trouver les aiguilles dans une balle de foin. Bien, si ça donne que ce que vous voulez faire comme couture, ça prend une aiguille très spéciale avec le trou d'une certaine forme puis d'une certaine longueur, mais à chaque fois que vous trouvez une aiguille, vous l'essayez puis elle ne donne rien. Mais là, si vous avez quelqu'un qui connaît bien les aiguilles puis qui dit à l'algorithme avant de commencer, cherche en haut à gauche de la balle de foin, c'est là que se trouvent des aiguilles qui ont à peu près cette forme-là. La recherche risque d'être probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utile. Bien, c'est un peu ça la science des données. Ça combine notre connaissance du champ d'application avec l'informatique puis les bases de données, puis stat, maths, probabilité. Puis en combinant tout ça, là, on extrait vraiment beaucoup d'informations puis de stratégies. Il y a deux façons de faire, je dirais. Les grosses compagnies, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont quelqu'un un peu comme le gars dans le film de baseball qui connaît un peu de tout, mais c'est rare des gens qui connaissent de tout. Donc, des gens qui ont une intuition politique super forte, peut-être qu'ils n'ont pas étudié les méthodes d'informatique pour faire de la prévision et vice-versa. Peut-être que quelqu'un qui est super fort en programmation de base de données ne connaît pas grand-chose au baseball et ainsi de suite. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va essayer de se trouver une personne qui connaît un peu tout. Ça va être ce qu'on appelle le scientifique des données en chef. Et ensuite, autour de cette personne-là, on va monter une équipe où il y a des informaticiens, des statisticiens, des mathématiciens. Géomaticien, ça devient de plus en plus important aussi parce que si vous regardez vos applications sur vos téléphones ou vos tablettes et ainsi de suite, on se retrouve qu'une très, très grande proportion de ces applications-là vont vous demandent « Est-ce que vous acceptez que je transmette les données de localisation ou que j'enregistre les données de localisation? » Donc, en plus de recueillir des données, on recueille beaucoup des positionnements dans le temps et dans l'espace. Donc, avoir des géomaticiens dans ces équipes-là, ça peut beaucoup aider pour situer ça sur des routes,
et ainsi de suite. Puis aussi, bon, comme je vous disais, ça prend un expert du domaine. Donc, si vous êtes une compagnie d'assurance, ça prend habituellement soit des gens en marketing ou des actuaires ou des gens en finance. Si vous travaillez pour une ville qui essaie de prendre des données pour concevoir de nouveaux systèmes, ça prend probablement des ingénieurs et des urbanistes. Si vous travaillez pour un parti politique, bien, des gens qui s'y connaissent en sociologie et en politique, ça aide. Si vous êtes pour le FBI, avoir des enquêteurs ou des criminalistes dans l'équipe, ça peut aider aussi. Donc, on va entrer dans la partie un peu plus quantitative de l'exposé, mais faites-vous-en pas, là, je n'avais pas prévu faire beaucoup de formules ou quoi que ce soit. Mais je veux simplement vous illustrer en quoi est-ce qu'avoir plus de données, ça peut vraiment être utile. Donc, un petit exemple fictif. On a mesuré deux variables, disons X1 et X2, sur des électeurs, puis on sait s'ils sont démocrates, ce que je vais représenter par des points bleus, ou républicains, ce que je vais représenter par des points rouges. Et l'idée, c'est de savoir si j'ai seulement X1 et très peu d'observations, est-ce que je peux bien prédire si mes gens vont voter démocrate ou pas? Et là, je vais comparer, OK, si je rajoute une autre variable, est-ce que ça aide? Puis si je rajoute d'autres observations, est-ce que ça aide? Puis vous allez voir, là, c'est un petit exemple vraiment petit, mais quand on passe dans la réalité, là, on n'a pas juste deux variables, on en a des centaines, puis on n'a pas juste 15 ou 20 ou 1000 observations, on en a des millions. Et donc, si déjà je peux vous convaincre que passer de 1 à 2 variables et de 15 à 1500 observations, ça nous aide vraiment beaucoup. Imaginez ce qu'on peut faire dans la réalité quand on passe de 10 à 500 variables et de 1000 à 1 million d'observations, ce qui peut être possible. C'est juste que sur un écran comme ça, je suis capable de faire des beaux graphiques en 2 dimensions, mais des graphiques en 8 dimensions, je n'ai pas encore trouvé le truc. Donc, voici mon premier exemple. Donc, les points bleus, je ne sais pas si vous voyez bien en arrière la démarcation entre le bleu et le rouge, là. Mais les points bleus qui sont en majorité de ce côté-ci, ce sont les démocrates. Les points rouges qui sont en majorité de ce côté-ci sont républicains. Et là, bon, oubliez l'échelle sur l'axe des Y, ça ne représente rien. Et ici, sur l'axe des X, j'ai seulement mesuré X1. Et donc, si quelqu'un, j'ai une nouvelle personne qui me dit que sa valeur d'X1, c'est 40, est-ce qu'elle est républicaine ou démocrate? Bien, j'ai probablement plus de chances que je ne sais pas trop. Je dirais 50-50, on tire à pile ou face, puis advienne que pourra. Et même chose, si j'ai mesuré X1 et X2, on me dit son X1 vaut 40 et son X2 vaut 20. Est-ce que c'est une personne qui va être démocrate ou républicain? Bon, on serait tenté de dire républicain, mais on ne serait pas trop confiant. Alors, quelqu'un pourrait dire, OK, si j'avais 1500 observations, est-ce que ça m'aiderait? Si on mesure seulement X1, ça n'aide pas beaucoup non plus. On ne peut pas vraiment départager. Mais pour les mêmes 1500 observations, si je mesure et X1 et X2, là, on peut voir. C'est exactement le même. Les points qui sont là se retrouvent également ici. J'ai juste rajouté 1485 observations. Et là, on peut voir qu'en effet, on voit deux zones où ça se sépare très bien. Il y a peut-être ici puis ici où c'est plus difficile, là, mais quelqu'un qui a ses valeurs d'X1 et X2, par exemple, supposons qu'X1, c'est son revenu, puis X2, c'est son âge. Quelqu'un qui a un revenu de 80 puis un âge de 50, les chances qu'il vote démocrate sont extrêmement élevées. Et quelqu'un qui a un âge de 20 ans avec un revenu de 100, les chances qu'il vote démocrate sont nulles. C'est clairement dans la zone républicaine. Et donc, simplement, c'est un exemple fictif, mais c'est simplement pour vous dire que quand on prend plus de variables puis qu'on a plus d'observations, soudainement, on est beaucoup plus en mesure de séparer les catégories d'électeurs ou les catégories de joueurs de baseball ou les catégories de je ne sais quoi. Et ce qui se produit maintenant en statistique, il y a beaucoup de recherches, puis les gens développent des algorithmes de plus en plus performants. C'est sûr que sur une image comme ça, avec quelques points, puis en 2 dimensions, si je vous donnais 7 ou 8 nouveaux points, vous pourriez voir s'ils tombent dans le coin rouge ou dans le coin bleu, puis vous pourriez me dire, lui a plus de chances d'être républicain, lui c'est plutôt un démocrate. Mais si au lieu d'avoir 2 variables, j'en avais 15 ou 20, si au lieu d'avoir 1500 points, j'en avais 25 millions, puis si je vous demandais maintenant, voici mes 10 000 nouveaux points, est-ce qu'ils vont être plus démocrates ou républicains? C'est clair que ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de regarder ça point par point, un à la fois. On va vouloir des algorithmes ou des méthodes qui font ça automatiquement, des méthodes statistiques qui vont nous calculer la probabilité de tomber ce bord-là ou ce bord-là de façon automatique. Et il y a des méthodes qui étaient utilisées dans les années, qui sont utilisées depuis le début des années 1900 et qui fonctionnent très bien, comme par exemple ce qu'on appelle la régression logistique ou l'analyse discriminante. Ce que ça fait, c'est que dans l'espace de nos variables avec lesquelles on veut prédire, ça essaie de trouver la ligne droite qui sépare le mieux les 2 catégories. Donc, dans mon exemple ici, vous voyez que
à peu près au pif, là, si je traçais une ligne droite comme ça, c'est probablement la ligne droite qui sépare le mieux les deux catégories. Donc, si je tombe en haut de la ligne ici, je dirais probablement plus républicain. Si je tombe en bas ici, probablement plus démocrate. Puis, j'aurais quand même un taux de succès assez intéressant. Ce qui arrive maintenant, je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà entendu l'expression « deep learning ». Ça ne vous dit rien, hein? En fait, ce sont des nouvelles méthodes depuis début années 2000, milieu des années 2000, les gens se sont rendus compte qu'il y a des méthodes ou des algorithmes qui permettent de tracer des frontières un peu plus compliquées que des lignes droites, puis ils se sont mis à développer des méthodes qui peuvent tracer des frontières de plus en plus complexes dans des espaces de plus en plus grands. Et là, ces méthodes-là, ça ne marchait pas avant les années 2000 parce que pour être capable de bien tracer ces courbes-là dans des espaces complexes, puis des courbes qui sont vraiment des formes bizarres, ça prenait... Dans le temps, on avait des 1000 observations, puis quand on avait un gros jeu de données, on en avait 5000 ou 6000. Mais ça, 6000 observations, c'était vraiment pas assez pour tracer, apprendre ces frontières-là. Donc, ce qui est arrivé au milieu des années 2000 avec les Google et Amazon et autres, on s'est mis à avoir des banques de données qui avaient des centaines de millions d'observations, voire des milliards. Et les outils de deep learning, en fait, learning, c'est de l'apprentissage, donc l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatisé ou l'apprentissage statistique. Ce sont des outils statistiques qui vont apprendre un peu ces frontières-là qui démarquent les catégories de façon, comme leur nom l'indique, automatique. Et ces méthodes-là, avec l'avènement des données massives, se sont développées vraiment rapidement, ce qui fait qu'on est capable de développer des outils qui vont tracer une frontière comme ça automatique et qui vont dire si je tombe en haut, je suis républicain, si je tombe en bas, je suis démocrate. Puis là, on peut voir qu'avec un outil qui nous donnerait une courbe comme ça, on n'aurait pas 100% de succès, mais on serait pas mal meilleur qu'avec celui-là. Donc, c'est un peu ça l'historique, le gros développement qui est arrivé au début des années 2000, c'est qu'on a développé des outils qui permettent de faire d'apprendre les différences entre des groupes, des différences beaucoup plus subtiles puis beaucoup plus complexes. On est capable de le faire, mais ce que ça prend pour bien apprendre ça prend des énormes banques de données. Puis une petite parenthèse ici, ça n'a rien à voir avec les comportements individuels, mais ça a à voir avec ces algorithmes-là. En fait, les algorithmes de deep learning, puis le fait qu'on est capable de traiter de plus en plus de données beaucoup plus rapidement, c'est ce qui fait que probablement que vous allez connaître peut-être vous allez aller travailler en lisant votre journal parce que votre voiture va se conduire tout seul. C'est pas impossible de voir ça bientôt, et c'est basé sur ces trucs-là. Donc, les autos, il va y avoir des milliers d'autos qui vont aller sur les routes et qui vont apprendre les routes, qui vont apprendre les décisions à prendre. Donc, les autos vont être connectés ensemble, puis ils vont se passer leur information. Ça va faire des millions et des millions et des milliards d'observations qui vont permettre d'entraîner l'algorithme qui va faire que ces voitures-là vont très, très bien fonctionner. Et donc, on en est rendu là. Puis, les gens l'utilisent beaucoup en politique, en sport et en marketing pour essayer de prédire ce que les consommateurs ou les voteurs vont faire. Alors, pour ceux qui ont... là, j'ai fait un exemple où j'essayais de séparer deux classes de personnes. Supposons qu'à la place, j'ai mesuré les mêmes variables X1 X2, disons l'âge de mon individu puis son revenu. Et là, c'est pas s'il va voter démocrate ou républicain. Supposons que je me limite aux gens qui vont être démocrates, mais je veux savoir combien de dollars ils vont me donner. Donc, supposons qu'Y, c'est le don que la personne va faire au parti. Et là, moi, ce que je voudrais faire, c'est que pour des nouvelles personnes pour qui j'ai les valeurs X1 et X2, ceux qui devraient me donner un gros Y, je vais envoyer mes téléphonistes pour leur dire « Hey, eux, appelle-les, d'après moi, ils vont nous faire un beau gros don. » Alors que ceux qui vont faire un tout petit don, bien, on les appellera à la fin si on a du temps. Donc, encore une fois, voici un exemple. En Y, j'ai seulement 15 observations puis seulement une variable. Et là, j'essaie de voir, là, si je vous dis la valeur d'X1, est-ce que vous êtes capable de me dire qui a plus de chances de faire un gros don, qui a plus de chances de faire un petit don? C'est assez mélangé. La valeur d'X1, comme ça, n'a pas l'air très, très utile. Et là, comme je ne suis pas capable de faire des graphiques en 3 dimensions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un graphique en 2 dimensions. Et la 3e dimension, qui est la couleur d'Y, qui est la valeur d'Y, je la représente par une couleur. Donc, plus c'est bleu, plus le don est petit. Plus c'est rouge, marron, plus le don est généreux. Et là, maintenant, même question. Est-ce qu'à partir de la valeur d'X1 et X2, je suis capable d'identifier si la personne va me faire un don plus petit ou plus grand? Avec seulement 15 observations, c'est pas clair. Mais si je travaille fort pour recueillir plus de données, si j'ai seulement une variable, est-ce que ça va marcher? Bof. Dans cet exemple-là, tout ce que je sais, c'est que si la valeur X1 prend une valeur moyenne, le don va être moyen.
Mais si X1 est très petit ou très grand, j'ai aucune idée si le don va être petit ou si le don va être grand. Alors que si je mesure mes deux variables, ah ben là, ça sépare très nettement. Donc, les gens qui ont un petit X2 puis un petit X1 font un gros don. Les gens qui ont un grand X1 et un grand X2 font un gros don. Les gens qui ont un petit X1 puis un grand X2 vont faire un très petit don. Les gens qui ont un grand X1 mais un très petit X2 vont faire un très petit don. Donc, moi, si j'ai des téléphonistes puis que je dois les faire téléphoner à des gens, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre ma banque de personnes, je vais regarder leurs valeurs d'X1 et de X2, et là, je vais aller utiliser un modèle qui résume un peu cette information-là. Et là, ça va trier mes individus. Bien, ceux pour qui je m'attends à avoir un gros Y vont être en haut de la liste. Ceux pour qui je m'attends à avoir un petit Y, je vais les mettre en bas de la liste. Puis mes téléphonistes vont commencer par les noms en haut de la liste parce qu'eux vont me donner un très gros don. Puis il y a plus de chances que je vais maximiser mes choses. Donc, on peut voir que quand on passe de pas beaucoup de variables et pas beaucoup d'observations à une variable de plus et quelques observations de plus, déjà là, il y a un certain potentiel intéressant d'aller chercher des choses. Imaginez maintenant, si vous êtes dans la vraie vie, puis qu'au lieu d'avoir juste 3 variables par individu, vous en avez 250, puis au lieu d'avoir seulement 1000 observations, vous en avez 17 millions. Le genre de modèle que vous pouvez faire, puis le genre de prévisions qui peuvent être faites, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la science des données, c'est essayer un peu il faut avoir une certaine connaissance du domaine pour déterminer quelles sont les variables qui peuvent être utiles, puis c'est quoi le Y qui peut être intéressant. Et après ça, on laisse les données et les outils informatiques essayer de résumer ces trucs-là par des modèles, puis de faire les choses de façon plus automatisée. Donc, simplement pour vous... probablement qu'un jour, si vous devez faire affaire avec des gens en sciences des données, le genre d'outils analytiques qu'eux vont utiliser. Donc, dans mon exemple précédent, si on veut essayer de résumer ça par des formules, ce genre de phénomène-là, c'est ce qu'on appelle des modèles de régression. Dans un cours d'analyse quantitative, vous avez probablement vu le cas ici où on a une seule variable avec X, puis une variable réponse Y. Comment on peut résumer ça par un genre de ligne droite? Sachez qu'il y a moyen de généraliser ça à tout plein de variables puis des formes un peu plus complexes. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles de régression, qui sont des modèles prédictifs. Il y a ce qu'on appelle les arbres de classification ou les réseaux de neurones qui sont associés au deep learning ou ce qu'on appelle les machines à vecteurs de support qui essaient de trouver la ligne droite ou le plan qui sépare vos données le mieux possible. On a ce qu'on appelle les techniques de réduction de dimension. Ça, c'est si, par exemple, vous avez une base de données puis vous avez mesuré 250 variables. Mais il y a des variables, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un gym, puis vous mesurez la force de la main droite, la force de la main gauche, la force du bras droit, la force du bras gauche, la longueur de la jambe droite, la longueur de la jambe gauche. Probablement qu'il y a de l'information redondante là-dedans. Là. Si j'ai seulement la longueur de la jambe droite, probablement que la longueur de la jambe gauche n'ajoute pas beaucoup d'informations. Je pourrais peut-être laisser tomber ou combiner les deux ensemble à l'aide d'une moyenne ou autre. Donc, il y a des techniques qui permettent de réduire le nombre de variables sans perdre d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réduction de la dimension. J'ai essayé de vous montrer 3 variables en même temps. Mais quand vous en avez 72 variables, comment est-ce qu'on peut visualiser les données pour essayer de savoir ce qui se passe? Bien, il y a des gens qui font de la recherche là-dessus puis qui ont développé des logiciels pour ça. Donc, il y a des spécialistes en visualisation des données qui développent des choses. Et il y a tout ce qui est lié à la géomatique aussi, qui est très utile là, pour essayer de voir, quand on a des gens qui utilisent des segments de route, est-ce qu'il y a des façons de coder ça sans tout mettre les pixels pour bien représenter ça, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est les systèmes d'information géographique prennent de plus en plus de place. Et quelles sont les bases de données que les gens utilisent en sciences des données? Bien, habituellement, les grosses compagnies elles-mêmes recueillent énormément de données. Donc, par exemple, si vous prenez une épicerie, quand vous allez à l'épicerie, la madame fait bip, 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 scanne tout ce que vous achetez, elle met ça dans votre sac, elle prend votre carte de crédit, merci, au revoir. Donc, qu'est-ce que vous allez... puis ça, c'est tout enregistré. Donc, vous imaginez une chaîne comme Maxi ou comme IGA qui ont des milliers de transactions à tous les jours depuis des années. Bien, ils savent quel produit a été vendu à qui, à quelle heure, à quel moment. Donc, ils ont des énormes banques de données. Souvent, ils ne savent pas quoi faire avec toute cette information-là, mais
Parfois, la compagnie elle-même a une grande banque de données. Ensuite, il y a des données qui sont disponibles à tout le monde sur le web. Donc, vous-même, vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Google. Google ont ce qu'ils appellent les Google Trends, qui résument un peu comment les recherches pour chaque mot varient d'un pays à l'autre, d'un jour à l'autre, et ainsi de suite. Si vous aimeriez avoir coder des données, mais que vous n'en avez pas, vous pouvez procéder à des micro-contrats ou du crowdsourcing. Ça, c'est des emplois. Si vous avez 18 ans et plus, par exemple, c'est des choses que vous pourriez faire de vos temps libres. Par exemple, un exemple, c'est le Mechanical Turk d'Amazon. Par exemple, je vous parlais d'une application, là, quand on tape nos commentaires, ou sur TripAdvisor, on tape nos commentaires. C'est clair que dans la compagnie, il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir et qui va se mettre à lire 15 000 commentaires pour voir est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. Par contre, ce que ces compagnies-là peuvent faire, ils envoient tous les commentaires à Amazon et Amazon donne 3 cents ou 4 cents ou 5 cents à des gens pour dire est-ce que le commentaire qu'il y a là est positif ou négatif. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur Mechanical Turk et regarder des images pour dire « Ah, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un cerf-volant ». Ou vous pouvez lire des commentaires positifs, neutres, négatifs, positifs, neutres, négatifs. Un peu ennuyeux, mais si vous faites ça, les gens disaient qu'ils amassaient entre 4 et 5 $ US de l'heure, puis si tu fais ça en écoutant la télé le soir, c'est peut-être un peu moins... peut-être que tu ne te rendras pas à 4 $ de l'heure, mais à la fin de l'année, tu peux peut-être aller te chercher une coupe de 1000 puis faire un voyage. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le crowdsourcing, c'est une autre façon dont les compagnies construisent des grosses banques de données. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans la vente de données, comme des compagnies comme Equifax qui regardent toutes vos transactions de crédit et toute votre cote de crédit pour voir est-ce que vous avez un solde de crédit, est-ce que vous le payez, est-ce que vous avez raté des paiements. Et ça, ils vendent ça à des compagnies d'assurance, à des banques et ainsi de suite qui se servent de la cote de crédit pour essayer de voir si vous êtes des bons risques ou des mauvais risques. Les chercheurs en sciences de la santé, en sciences sociales et ainsi de suite peuvent acheter des données ou aller demander à des agences gouvernementales comme la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Québec de leur fournir des banques de données. Comme par exemple, en épidémiologie, souvent on veut savoir est-ce que les gens qui oublient de prendre leur prescription pour les gouttes dans les yeux sont plus à risque d'avoir une intervention pour le glaucome. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir toutes les données de prescription pour le glaucome, puis voir si les gens, pendant 8 mois, cette personne-là, elle a oublié de les prendre. Ah, tiens, au 9e mois, la RAMQ voit qu'il y a eu une intervention chirurgicale. Donc, il essaie de faire des analyses comme ça, à l'aide des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et vous-même, est-ce que vous générez tant de données que ça? Je vous dirais que déjà là, on en génère une quantité astronomique tout le temps, tous les jours. Par exemple, transactions par carte de crédit ou débit. Dès que vous utilisez votre carte pour faire un achat, c'est enregistré, le lieu, le temps, l'objet, le fournisseur et ainsi de suite. Quand vous visitez des sites Internet, bon, si vous y allez par un furteur puis que c'est relativement anonyme, ça ne génère pas tant de données que ça. Quoique dans l'historique, c'est noté, puis il y a d'autres sites qui ont des cookies qui vont aller lire votre historique. Donc, quand même, on s'en sert pas mal, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller sur Internet, on est déjà logué sur Facebook ou sur Twitter, donc on ne visite pas du tout les sites web de façon anonyme. Et si on va voir la page Facebook d'une compagnie ou ainsi de suite, ils savent ce que vous avez liké, ils ont une bonne idée de qui sont vos amis, et donc les publicités que vous voyez sont ajustées pour vous. Donc, dès que vous likez quelque chose, dès que vous visitez un site, il y a pas mal de bases de données qui enregistrent ça. Votre utilisation des réseaux sociaux, si vous avez vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent et que vous avez des applications, ces applications-là, habituellement, enregistrent de l'information et envoient ça aux développeurs de l'application. On ne le voit pas beaucoup maintenant, mais de plus en plus, on va le voir dans les objets branchés. Donc, les véhicules vont bientôt être branchés sur Internet. Les Tesla le sont, mais dans quelques années, ça va être tous les véhicules qui vont être en connexion permanente sur Internet. Il y a les brosses à dents, les réfrigérateurs, les maisons. Donc, il y a plein d'objets qui sont branchés et qui envoient l'information sur Internet. Il y a les balances, les montres, les Fitbit et autres. Donc, il y a énormément d'objets qui enregistrent des données et qui envoient ça à des fournisseurs. Vos déplacements génèrent énormément de données parce que votre téléphone cellulaire envoie sa position à l'antenne. Parfois même, si vous avez des systèmes d'exploitation comme Android ou iOS, ben en plus, ça envoie des localisations GPS, qui est encore plus précis
que votre localisation sur une antenne de cellulaire. Donc, tous vos déplacements sont enregistrés par votre fournisseur de services cellulaires et par plusieurs applications. Si vous prenez le transport en commun, quand vous scannez votre carte, c'est enregistré. Ensuite, bien sûr, parfois, on va répondre à des questions, des enquêtes, des sondages ou sur Internet. Quand vous allez chez le médecin ou à la pharmacie, quand vous avez une contravention, donc quand vous soumettez un rapport d'impôt, vous générez des données pas mal tout le temps et c'est pas jeté, c'est sauvegardé. Puis je vous dirais que de nos jours, ces banques de données-là, ça croît et c'est pas encore très, très exploité. Ça l'est de plus en plus, puis les gens se rendent de plus en plus compte qu'il y a beaucoup d'informations utiles là-dedans, mais c'est pas exploité encore massivement. Mais ça s'en vient. Donc, dites-vous bien que vous allez être étudié sans le savoir par des scientifiques des données éventuellement. OK. À cause du temps, je vais passer un petit peu rapidement sur la présidentielle, mais voici des exemples de données qu'on recueille depuis 2012. Donc, avant 2012, on recueillait ça de façon un peu éparse. À partir de 2012, ils se sont mis à recueillir ça de façon très, très organisée. D'ailleurs, dans la dernière campagne fédérale ici au Canada, les partis aussi ont commencé à être plus organisés. Par exemple, quand le député allait cogner à votre porte et qu'il vous demandait « Allez-vous voter pour moi? Pourquoi pas? Pourquoi? Vous pensez voter pour qui? Qu'est-ce que vous pensez du contrôle des armes à feu? » Et ainsi de suite. Bien, il y avait quelqu'un à côté avec un iPad qui prenait des notes. Donc, toute cette information-là était notée puis était sauvegardée de façon beaucoup plus précise et systématique. Et d'ailleurs, on peut voir que au début de l'élection de 2012, les démocrates avaient une base de données bâtie depuis 2008 qui avait 10 terabytes. Puis à la fin de l'élection, quelques semaines plus tard, elle était rendue à 50 terabytes. Donc, on peut voir qu'on recueillait des quantités astronomiques de données. Et aux États-Unis, c'est rendu même qu'il y a des agences qui vendent des données aux partis politiques et aux groupes d'intérêt, comme Aristotle, qui se vend sur son site web d'avoir 190 millions des observations sur 190 millions d'électeurs potentiels. Et pour chacun de ces électeurs-là, elle a 500 variables de mesurer, comme pour qui ils ont voté dans les élections précédentes, s'ils sont allés voter, quels sont leurs passe-temps, revenus, race, quartier, ville, emploi. Donc, et ils vendent ça à des compagnies. Donc, même si tu n'as pas le budget du Parti démocrate pour les ramasser toi-même, il y a des consultants qui ont commencé à se spécialiser là-dedans. L'exemple que je voulais vous montrer, qui est déjà utilisé par chez nous, c'est on essaie de détecter de façon précoce les étudiants en difficulté. Donc, ce qui se produit, c'est que bien souvent, comme professeur, on se rend compte que des étudiants sont en difficulté après le premier examen, quand presque la moitié de la session est passée. Donc, on a les résultats, puis là, on se rend compte que certains étudiants, malheureusement, ça n'a pas très bien été, et donc, sont en difficulté. Et là, on s'est dit, il y a des gens qui se sont dit, écoute, on a les sites web pour les cours qui sont maintenant gérés, construits à l'université même sur ce qu'on appelle l'ENA, l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, les sites web qui sont de ce genre-là, on a des sections, contenu, évaluation, forum de discussion et ainsi de suite. Et on s'est dit, est-ce qu'un individu, si on compare son historique d'utilisation du site, et c'est complètement différent du reste de la classe, est-ce que ça peut nous aider à prédire s'il va être en danger ou pas? Et en fait, ce que l'université a commencé à développer, c'est vraiment à sa genèse tout ça. On commence à l'utiliser. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de l'améliorer. Donc là, dans un premier temps, ce que l'indicateur donne, c'est que là, on a la semaine jusqu'à la fin. Et pour un individu en question, on a un indicateur. Et là, au début, je vais vous montrer ici. Donc, on peut voir là, que la personne est allée seulement 54 fois sur le site de cours, alors que le groupe, on est allé beaucoup plus souvent. Il n'a pas consulté beaucoup de pages, il n'a pas téléchargé les notes de cours, il n'est jamais dans les forums. Donc, on combine cette information-là, on la recalcule à chaque semaine, on la combine, et ça nous donne un genre de probabilité que l'individu est en danger ou pas en danger. Donc, quand c'est vert, c'est qu'il se comporte à peu près comme le reste de la classe, ça devrait bien aller. Mais quand ça participe beaucoup moins que la classe, on commence à avoir des doutes. Donc, on va avoir une cote jaune. Et là, après ça, dans le calcul de la cote, dès qu'il y a des résultats d'évaluation qui rentrent, bien, c'est sûr plus il y a de résultats d'évaluation, plus ils vont prendre une grande pondération dans le calcul de l'indicateur. Et là, on peut voir qu'après probablement qu'il y a eu une très mauvaise évaluation ici. On est passé du jaune au rouge. Et là, on peut voir là, que
à la 13e semaine sur la base de l'utilisation du site web du cours et des résultats obtenus. La cote projetée pour cet individu-là, ce serait un D+, par exemple. Et donc, on peut faire... Et là, ce qu'on est à l'étude, ça, c'était la première mouture du projet. Là, ce que les gens essaient de faire, ce que les gens essaient de faire, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne bien, cette histoire-là. Donc, les étudiants qui avaient une cote jaune, puis à la fin du cours, c'est sûr que quand la note finale est rentrée, on s'en balance un peu, mais ce que les gens aimeraient savoir, c'est par exemple la cote calculée à partir de la 3e semaine. Est-ce qu'elle est vraiment utile ou est-ce que c'est juste du hasard puis ça sert à rien? Donc, c'est un peu là-dessus que l'université se concentre, c'est d'essayer de voir, OK, est-ce que cet outil de prévision-là fonctionne et si oui, pourquoi? Puis sinon, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Médecine personnalisée, qu'est-ce que c'est? Bien, présentement, la médecine, c'est pas compliqué. Supposons qu'on hésite entre 2 médicaments, le médicament 1 et le médicament 2. Ce qu'on va faire, on va faire un essai clinique ou une étude. On va donner le médicament 1 à tout le monde dans un groupe. On va donner le médicament 2 à tout le monde dans un autre groupe et on va compter le nombre de personnes qui sont guéries avec chaque médicament. Et là, vous voyez que mon médicament 2 a guéri plus de personnes, donc on va donner le médicament 2 à tout le monde. Ça, à date, ça fonctionne bien. On peut voir qu'on vit quand même plus en santé puis plus vieux qu'il y a 150 ans, donc on doit avoir fait quelque chose de correct. Mais là, maintenant, on essaie de faire un peu mieux avec la médecine personnalisée. Dans le fond, un médicament, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule, puis qu'est-ce qu'elle fait quand on l'ingère? Elle réagit avec d'autres molécules, et la chimie de tout ça, c'est géré par notre code génétique. Et maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller tirer de l'information génétique chez les gens assez facilement. Donc, avec une prise de sang, on peut avoir beaucoup d'informations sur votre génétique. On peut aussi maintenant, passer votre sang dans ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Et la spectrométrie de masse, ça va sortir une liste de toutes les protéines qu'il y a dans votre sang. Donc, il y a des protéines qui peuvent être associées à des virus, il y a des protéines qui peuvent être là, qui peuvent faire que vous allez très bien réagir à un médicament, mais pas bien à l'autre, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, au niveau mathématique, au niveau statistique, au niveau informatique, c'est très complexe, mais en collaboration avec des gens en sciences de la santé, on essaie de développer des modèles, justement, qui vont utiliser les données génétiques, qui vont utiliser la spectrométrie de masse. Et là, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez aller chez votre médecin avec une certaine maladie, on va prendre une prise de sang, on va prendre une petite goutte de sang, on va la mettre dans une machine et peut-être que vous allez avoir le médicament 2, mais peut-être que vous allez avoir le médicament 1 parce que, vous, avec vos gènes puis avec les protéines que je trouve dans votre sang, probablement que le médicament 1 est plus approprié pour vous que le médicament 2. Et donc, éventuellement, on va en être là, mais là, ça prend encore pas mal d'études. Mais ce qu'on ose espérer, c'est que là, plutôt que de donner le 2 à tout le monde et le 1 à tout le monde, on va donner à chacun un médicament plus approprié et donc nos taux de guérison vont encore augmenter. Il me reste quelques secondes, donc je voulais simplement vous montrer quelque chose au niveau des villes intelligentes. Donc, si on est capable de regarder le comportement de plein d'individus puis de le prédire, on peut peut-être s'en servir pour améliorer la vie en collectivité. Puis ça, les villes intelligentes, c'est précisément ça qu'on cherche à faire. Donc, par exemple, j'ai une étudiante, moi, qui travaille, qui essaie de voir est-ce qu'il y a moyen, à l'aide de Twitter, d'avoir des alarmes qui vont dire à la police « Oh boy, probablement qu'à 17 heures, tu devrais aller mettre des gens au coin de telle rue et telle rue, il risque d'avoir du grabuge. » Donc, essayer de prédire ce qui va arriver en suivant le comportement des gens sur Twitter. Puis là, il y a un exemple qui est vraiment génial, parce qu'à ce temps-ci de l'année surtout, je ne sais pas à Drummondville, mais à Québec puis Montréal, cette année, ça a été les nids de poules ont été vraiment, ça a été une mauvaise année. À Boston, ce qu'ils ont, c'est une nouvelle application qui s'appelle Street Bump. Les gens mettent ça sur leur téléphone, ils mettent leur téléphone dans l'auto, et là, quand l'auto part, on part l'application. Quand on arrive à destination, on arrête l'application. Et là, l'application génère des données comme ça. Donc, dans chaque téléphone, il y a un petit accéléromètre. Et quand on prend une bosse, l'accéléromètre devrait le sentir. Et donc là, quand il y a eu des bosses, on a le signal de la bosse avec la localisation où c'est survenu. Ça envoie tout ça à Boston. Mais là, bon, ça peut être que votre fils joue avec votre téléphone puis il l'a lancé par terre. Vous pouvez avoir eu un freinage brusque et tout ça. Donc, ça prend énormément de données pour essayer de clairement identifier qu'est-ce qui est une bosse, qu'est-ce qui est autre chose. Et aussi, ça prend énormément d'utilisateurs parce que si le même signal revient toujours à la même rue, au même endroit, là, on va commencer à croire qu'il y a bel et bien un nid de poule. Donc, c'est un peu ça que les ingénieurs de Boston ont utilisé, puis ils calculent la probabilité, ils en viennent qu'à trouver des probabilités très élevées qu'il y a un très gros nid de poule à tel endroit. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est que là, la ville sait, le système sait il y a combien d'équipes qui réparent les nids de poule.
Donc, en sachant où sont les nids de poules, au lieu d'avoir l'équipe A, on l'envoie là, puis ensuite on l'envoie à l'autre bout de la ville, l'horaire la localisation de chaque équipe, puis le temps qu'on pense que ça va lui prendre de réparer chaque nid de poule, le système envoie les équipes de façon optimale pour qu'ils puissent couvrir tous les nids de poules à couvrir le plus rapidement possible et au moindre coût possible. Donc, on est rendu là. En utilisant les comportements individuels, on en arrive à faire des choses comme ça. Donc, simplement pour conclure, en croisant les multiples sources de données sur les individus, puis avec le développement de nouvelles méthodes statistiques, on arrive à prédire les comportements de groupes de plus en plus fins, voire même les comportements individuels. Ces nouvelles capacités-là sont exploitées par les entreprises privées, les partis politiques, mais aussi elles ont le potentiel de faciliter et d'améliorer certains aspects de la vie à la société, ne serait-ce que l'urbanisme, mais aussi la médecine personnalisée. Et peu importe votre domaine d'études, puis ce que vous allez faire plus tard, il est fort probable que vous serez tenté d'utiliser la science des données ou que quelqu'un utilisera la science des données à partir de vos données à vous. Merci.